en remerciant Igor Reznikov, malheureusement pas là, mais je pense. Non, Igor Reznikov, comme Claude Parent, nous accompagne depuis la première session. Et c'est un ami à la fois de qualité sur le plan de la pensée, qui est un des pôles d'orientation, comme il a été souligné hier soir dans l'échange entre Claude Parent et Igor Reznikov. Et aussi, un des axes qu'on avait posés au début de ces trois sessions, c'était la nécessité de ne pas aborder l'architecture en tant qu'elle-même spécialité, mais d'essayer d'approcher, entre autres, toujours par une pratique esthétique ou plastique. Donc, hier, Michel Coutier et Igor Reznikov ont tout à fait éclairé nos intentions dans cette dimension-là. Un des autres axes qui avait été décidé pour constituer cette procession, c'était un éclairage systématique qui nous vienne de l'ailleurs de l'Occident. Nous avions même tenu à ce que dans chaque session soient présents des témoins importants d'autres traditions. Alors je dois dire que sur cette intention, on a eu quelques difficultés, là où nous en sommes, de pouvoir réunir. Aussi, on doit dire de certaines résistances, de certains co-participants à nos intentions initiales. Ils ne voyaient pas très bien, toujours, l'intérêt de cette approche venant d'autres traditions. Mais c'est un principe auquel nous avons néanmoins tenu fermement, si bien que dans la première session, c'était Ousmila Carpio, la chanteuse quechua, qui était un peu ce témoin de nous enregistrer. Dans la deuxième session, c'était Marguerite Vanderlyn Carlos qui nous proposait une méditation sur la cosmicité consulaire. Et dans cette troisième session, c'est donc Najouddin Mamad que j'ai la joie d'accueillir. C'est parce qu'il est à la fois un grand ami. Et aussi parce qu'il nous vient donc de ses origines d'Asie centrale, il porte tout ce lieu de confluence civilisationnelle d'Asie centrale, qu'en même temps il a fait travailler pendant ses 25 ans d'activité à l'UNESCO sur, je dirais, une activité planétaire. En même temps, il se trouve qu'il a été, il n'y a pas d'hasard, il a été hasardeux. C'est hasard pour du sens, c'est lui qui a rendu hommage à Le Corbusier au nom de l'UNESCO. Donc, Najouddin Mamad nous parlera de sens et sens dans la cité musulmane. Il s'agit tout d'abord d'un rendez-vous de l'année. Il y avait longtemps que je avais proposé de je suis très retrouvé de très anciens amis. De toutes sortes d'ailleurs, je demandais hier comment était composée l'assistance. On m'a dit tout au bout. Et je suis heureux de reconnaître les visages amis. Et je suis également heureux d'être avec vous. Et la deuxième raison qui vient d'être dit par notre père, c'est que j'avais une dette envers le coach. Ils ont tous. Mais celle-là est particulière, car en dehors de toutes les manifestations officielles où j'ai pu parler de ma théorie de la rencontre, il y avait une joie qui jusqu'à maintenant m'a été enlevée. Depuis de nombreuses années, je lis une page de Le Corbusier, qui, à mon avis, est la plus perceptive du monde sur la vie musulmane à travers une mosquée. Et c'est cette page-là que j'aimerais vous lire en commençant. Et je m'étais toujours dit que je lirais un jour cette page qu'il a écrite
à Istanbul, quand il était un tout jeune homme, il était encore étudiant à la Méditerranée, il avait pris des vacances, il était allé en Turquie et à l'Empire ottoman, et il n'avait qu'une page stupéfiante de pénétration, et là je continuerai la conversation avec mon ami parent, qui n'est pas là aujourd'hui, mais c'est une conversation à laquelle nous sommes venus pratiquer suivant, c'est qu'il n'y a pas de prière harmonieuse, ni de proportion, ni de nombre, ni d'articule, sans un projet cohérent de civilisation. Et que l'homme habite la ville, habite l'espace, et que sans lui, sans une appropriation par la pensée, la civilisation, il n'y a pas appropriation physique valable de l'espace. Et l'un des drames que nous vivons aujourd'hui dans le monde moderne, aussi bien d'ailleurs dans notre Occident, c'est cette atomisation de la pensée qui a pour résultat qu'on fait souvent n'importe quoi. Et la grandeur de l'aujourd'hui est possible que certains juges abstraits, un homme de système, un homme d'ordre, ait été aussi, et je le sens très fort, depuis hier soir en Hollande, ait été un homme aussi de violence et de sentiment. Et la violence, le sentiment, viennent dans un ordre. Et je crois que vous le sentez dans ce terme de route, que je n'ai pas différé, ça servira d'introduction à notre conversation d'aujourd'hui. Il avait, je crois, il n'avait pas un. Et il a envoyé ses notes au journal de sa patrologie, à Chaudron, et il l'avait signé encore comme jamais. Il l'avait envoyé à la feuille d'avis de la Chaudron. Et ça a été repris dans le Moyen-Orient et dans d'autres endroits, peut-être que vous le connaissez. Mais je vous dis, en vous demandant une chose, que ce que vous entendez sur une mosquée d'Istanbul, ça peut être n'importe quelle mosquée, n'importe où, parce qu'à travers ce qu'il dit, vous voyez se retracer toute une forme de vie. Vous pensiez à la fois à la civilisation de l'islam et aussi, que vous dites, c'est pas celui. Parce que ce qu'il dit la mosquée s'applique parfaitement, je l'ai lu tout à l'heure, s'applique parfaitement à celui. Et après avoir dit, je me suis allé, je me suis dit, c'est curieux, suis-je dans une mosquée ou non? Et là, je ne parlais pas des murs crépis et blancs qui m'entouraient, mais je parlais de quelque chose de plus profond. C'est que nous sommes dans un lieu où une synthèse d'intériorité et d'extérieur. Et là, ça me rappelle par exemple la grande mosquée Bachari, la plus grande du monde de l'islam à la Holle. Elle est à la fois ouverte sur le visage, et quand vous êtes dans un couloir, vous regardez d'un côté, et vous avez des meurtrières, des percées sur un environnement qui s'étend très loin. Vous tournez le regard de l'autre côté, vous avez, non pas l'opacité, vous avez la concentration, le silence de la paix intérieure. Et le même bâtiment, par des rotations infimes, vous donne le monde et vous donne l'intérieur. Et ça, vous l'avez aussi dans la mosquée. La mosquée est percée de portes, elle est dans le marché, elle est plantée dans la vie quotidienne, et en même temps, vous vous asseyez au pied d'une colonne, et vous êtes loin, et vous sentez presque physiquement, et qu'est-ce que le but de l'architecture, si ce n'est de rendre un indicible concret? L'indicible devient concret dans la mosquée tournant ce lieu. Vous avez à la fois la perception de signes dans les horizons, le grand du troupeau dans les horizons, et en vous-même, la conséquence dans votre âme. Et c'est le sens de l'architecture classique, en tant que tel, c'est le sens de cette architecture, et penser à l'un et à l'autre
quand je veux lire, c'est pas seulement. Il s'agit vraiment de quelques-unes des premières lignes de Jean-Rey, qui ne pensait pas du tout qu'il était écrivain, qui n'a jamais réellement pensé. Et pourtant, vous verrez combien ce texte, qui est purement descriptif, décrit à la fois toute une civilisation du ça et toute une architecture, celle à laquelle ça. Il faut un lieu silencieux, qui est un visage tourné vers la terre. Dans le silence et l'architecture de l'écoute communautaire. Et c'est le mot traditionnel qu'on emploie pour Abraham, tout dans le visage. Un visage soit donc l'orientation et la présence dans l'espace viennent d'abord. Le monument. Il faut un lieu silencieux qui a un visage tourné vers la mer. Il doit être vaste. Et hier, cette ampleur, cette amplitude fait perceler en entendant les chants la nuit, le lieu paraissait encore plus immense du fait qu'il était dans l'endroit assez peu peuplé et que se déroulait un chant qui n'était pas daté d'une époque ou d'un lieu, qui me faisait penser à la Mongolie ou au Tibet et qui remplissait non pas l'église, mais qui remplissait le monde. Et c'est ça que doit faire un office de messe ou de prière. Il s'agit de non seulement remplir une lettre, mais de remplir l'univers. C'est vrai ça. Et qu'il doit être vaste pour que le cœur se sente à l'aise et haut pour que les prières y respirent. La respiration des prières. Il faut une simple lumière diffuse afin qu'il n'y ait nulle ombre et dans tout l'ensemble une simplicité parfaite. Donc la magnificence de la pauvreté. Une simplicité parfaite. Et une immensité doit être enclose dans le temps. Ceci s'applique aussi bien à l'œuvre de Corbusier, pour mosquée, à une civilisation, s'applique aussi aux culturales, surtout celle qui n'est pas loin d'ici, qui aurait vraiment eu le plaisir à voir celle du puits, à revoir. Et qui est un très mignon d'ailleurs en civilisation. Je comprends. Le sol doit être plus vaste qu'une place. Non pour contenir des foules, il faut que les quelques-uns qui viennent prier aient joie et respect à se sentir dans cette grande vie. J'y pensais hier soir, lorsqu'il y avait le chant, et j'y pensais toujours pour maintenant quand je serai dans le mosquée de Istanbul. Rien ne se dérobera au regard. On voit l'immense carré couvert de nappes dorées en paille de riz toujours neuve, le renouvellement qui est le seul moyen d'atteindre l'éternité. L'éternité c'est pas la ruine, mais c'est d'être toujours nouvellement créé, originaire, original et présent. Et vous savez que ceci est témoigné par une architecture encore plus exotique que le monde dont je viens de parler, qui est à Issei, au Japon. À Issei, on reconstruit tous les 30 ans, donc l'espace d'interaction, on reconstruit entièrement un bâtiment, qui est le bâtiment Shinto, donc toute la beauté, ça ressemble à une cabane de pêcheur japonais, donc un grand poids de chaume, des piliers de bois. À mon sens, c'est l'un des bâtiments les plus beaux du monde. Et il est détruit tous les 30 ans. On n'enlève rien. Les rares pierres sur pierre, parce qu'on fait de pierre, mais on le détruit, on le reconstruit. C'est-à-dire que le bâtiment est à la fois immémorial et il a toujours vie humaine. Immigration, on le reconstruit tous les 30 ans, à côté, et on revient. Ce qui fait qu'il y a toujours un bâtiment rituel et un bâtiment en construction. Et l'architecture est toujours à la fois au-delà du temps et les en train de se faire. Et il y a des ouvriers qui se présentent toujours
que le bâtiment soit de l'année dernière ou d'enfant. Je continue. Pas de siège, seulement quelques pupitres bas au sol portant des corons et devant lesquels on s'accroupit. D'un coup d'œil, on voit les 4 ans. On sent leur présence claire. Donc ce mot, il écrit ça tout jeune, présence claire. Et l'on bâtit le grand cube perforé de petites fenêtres d'où s'élèvent les 4 nouveaux gigantesques unis et pendus. On voit alors scintiller la couronne lumineuse des 1000 petites fenêtres par le coupole. Au-dessus, c'est l'espace vaste dont on ne saisit pas la forme, car la demi-sphère a ce charme de se soustraire à la mesure. Cet homme qui mesurait, qui avait une mesure humaine, mesure l'enfant à la main, le corps humain, ce qui l'intéressait, c'était d'arriver à une coupole mesurée par une seule, un corps d'eau, et qui en même temps échappe à tout. Au-dessus, c'est un espace vaste où on ne saisit pas la forme, car la demi-sphère a ce charme de se soustraire à la main. De là-haut pendent verticalement d'innombrables fils. Ils viennent presque jusqu'au sol, retenir des trains qui s'accrochent d'une petite lampe à huile, théorie cristalline, posant le soir sur la tête des croyants, un plafond scintillant. Un plafond scintillant sur la tête. Dans l'obscurité de l'immense espace, se perdent alors les fils interminables, montant serrés jusqu'au haut de la coupole, entre la ceinture des fenêtres, maintenant éteinte. Et vous voyez pourquoi je pense encore à ce texte hier, en entendant se dérouler le chant d'Absalom. Et pourquoi le texte de Le Corbusier, qui est une description précise des impressions dans la mosquée bleue, est un texte valable pour ce qu'il a apporté à l'architecture et valable pour définir à la fois l'architecture et une civilisation, ou une architecture dans. Et quel maintenant, le mihrab, c'est le renfoncement au milieu de la mosquée qui marque l'orientation. Le mihrab face à l'entrée n'est qu'une porte sur la Kaaba. Il n'a point de saillie, point de corps. Et il conclut en disant, de là-haut tombent des notes impressionnantes. Je parle du minaret, ça va aller aussi pour le champion en billet. Tombent des notes impressionnantes. La ville de Bois est autour. Voilà pourquoi. Il est dans la ville capitale. Le sanctuaire est blanc, il se pose sur ces grands cubes de maçonnerie, en cité de pierre, auribulaire. Conclusion. Une géométrie élémentaire, discipline, ordonne les masses. Le carré, le cube, la sphère. En plan, c'est un complexe rectangulaire dont l'axe est unique. Et ceci vaut aussi bien pour l'architecture que pour la civilisation musulmane. C'est un complexe rectangulaire dont l'axe est unique. Vous avez les 4 angles qu'on appelle en arabe les arcades, qui n'a rien de distinct, je ne peux pas penser au surréalisme en breton, c'est les arcades plurielles de Roque. Roque, c'est l'angle qui, quand vous entrez à la Mecque, dans la Kaaba, vers laquelle s'oriente toute l'architecture de toutes les villes, nous parlons tout à l'heure de angle, quand vous entrez, la première impression, ma première impression était un saisissement devant un maléfique. Vous avez un cercle, un fil, blanc et noir. Et c'est ce que le Corbusier a voulu aussi pour sa structure, pas de couleur, blanc et noir. L'opposition du oui et du non, du noun et du lettre.
Le rayonnement de tous les axes de toutes les mosquées sur terre musulmane vers la Kaaba de la Kaaba est un grandiose symbole de l'unité de la foi. Et voici quelques-unes des lignes que Le Corbusier, adolescent, écrivait à Feuillade de la Chaux-de-Fonds après son premier contact avec la religion musulmane. Et il me semble que cette description purement factuelle de toute structure définit entièrement la civilisation musulmane bien plus que ne peuvent le faire les traités entiers orientaux. Et c'est un architecte qui ne se sentait pas du tout un intellectuel, qui simplement, parce qu'il était un artisan, c'est-à-dire un homme du voyage, on pense à l'artisan dans son temps, mais l'artisan, le constructeur, le bâtisseur, et je pense au cas de Villard-Boncourt, par exemple, est un errant. C'est par excellence un intermédiaire entre des mondes différents. Et cette architecture, qui est un lieu stable, est faite très souvent par des errances entre les mondes. Qui place la poêle en loin au-delà. Et j'ai tenu à vous lire donc, et je suis venu pour ça, je pourrais repartir après avoir lu ces pages, car tout mon propos y est inclus, en même temps une description et le dialogue avec tous les parents qui introduit une continuité. Car en effet, il n'y a pas de Bible centrée et qui fait un sens dans les deux significations, celui de signification, de valeur, et celui d'orientation et de direction, s'il n'y a pas une vision plénière de l'homme, de la société, de la civilisation. Et si on se perd dans la psychologie individuelle ou dans l'esthétique des formes, on fait des formes qui peuvent surprendre, plaire, parfois choquer, mais qui restent très vite, qui sont très vite développées. Alors qu'en faisant ces œuvres, de simplicité absolue, on sort du temps, on sort de l'espace, et c'est ce que la mosquée, dont nous avons parlé tout à l'heure, la ville musulmane, donc il va maintenant la question, et c'est. Mais auparavant, je voudrais rendre hommage à 2 ou 3 personnes encore qui ne sont pas là et que je me suis promis de d'évoquer en dessous. Tout d'abord, les grands réformateurs de l'art sacré au XXe siècle, qui ont été amis de qui avaient le sens de sacré comme gros, d'autres qui ne l'avaient pas, comme Matisse, ou d'architectes qui avaient le sens de leur métier, comme le Corbusier, qui n'était pas tout ça pour Ces 2 rénovateurs, dont on a republié récemment les œuvres, sont le père Couturier et le père Guerre. J'ai eu le bonheur de les connaître, et ils ont aussi voulu, à l'art sulpicien, auquel cède beaucoup aujourd'hui l'histoire, substituer un art d'or. Un art de rigueur, de pureté, de dépouillement, d'où l'importance d'une part de l'icône qui correspond à la calligraphie par la pensée, mais surtout de l'architecture. Ils ont trouvé quelques hommes comme le Corbusier pour le faire. Et je voudrais lire une phrase, ici aussi, de ces hommes qui vient d'être réédité. Le Corbusier disait, dans un dialogue avec le père Couturier, quand il construisait ses livres, j'ai essayé de créer un lieu de méditation, de recherche et de prière. Donner le silence et la paix, voilà la grande œuvre de l'architecte et voilà la grande œuvre de l'être. Et le père Couturier, dans son livre L'art sacré, qui vient d'en paraître, un chapitre qui intitule Magnificence dans la pauvreté. Et il écrit plus tard dans son autre livre, qui a aussi paru cette année, la beauté, qui s'appelle La vérité blessée, la beauté des formes est liée à la perfection
perfection intérieure. Là encore, le dialogue d'hier s'appelle. Il y a quelque chose qui est au-delà de la beauté des formes et qui pourtant donne sa perfection aux formes. Et le père Couturier le dit dans La vérité blessée, pour lui, la beauté des formes est liée à une perfection intérieure. Et chose très étonnante, le père Couturier, pour illustrer cette pensée, cite Ghazali. Il cite un auteur musulman qui a écrit un Ihya Ulumuddin, une vivification des sciences en religion, et que j'aime beaucoup, qui n'est peut-être pas le soufi le plus connu en Occident, mais qui a réussi à satisfaire à la fois les exigences de la loi, de la charia, et les exigences du tasawwuf, ce qu'on appelle quelquefois compositeur du monde. Alors, le père Couturier, dans ce livre, La vérité blessée, se réfère à Ghazali pour parler de Le Corbusier. Et il dit, ce monde est comme la neige exposée au soleil qui se dissout et qui fond. Et au-delà de la neige qui fond au soleil, il y a l'univers stable des chiffres, des proportions, des forces de l'architecture. Mais cette architecture doit toujours pointer vers quelque chose qui dissout, qui fond le soleil et la neige. Et vous vous rappelez peut-être, ça vous rappelle peut-être, le mot de Zéani, à qui on disait d'essayer de définir ce qui est le beau. Il a dit, c'est de la neige contenue dans un vacarme, blanc sur blanc. Et c'est cette volonté de somptuosité dans le bâtiment qui est aussi la volonté de l'architecte. Et plus loin, le père Couturier dit, Mahomet prescrivait la prière. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je voulais être avec vous. Je commence toujours le mois de Ramadan dans un des pays musulmans, et je me suis dit que je ne pouvais le mieux le commencer qu'ici et avec vous. Et le visage, dit Le Corbusier, tourné d'abord vers Jérusalem, ensuite par la mer, ensuite à nouveau vers Jérusalem. Il est curieux de voir que Le Corbusier était tellement hanté par l'islam, chose que je ne savais pas avant de tout et que le père Couturier aussi s'y réfère constamment. Et je dois l'indiquer que nous sommes en train d'arriver à une abolition des dimensions orientales, Est et Ouest, et que nous situons de plus en plus dans l'axe central, où quelques-uns, qu'ils soient orientaux, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens. Et c'est cette valeur axiale, et nous revenons maintenant à cette notion de centre, qui est le pied de notre conférence, qui est. Je vais également me référer à une dernière personne à qui je voudrais rendre hommage ici, qui est une personne qui a vécu leur aventure spirituelle avec le père Couturier, avec des hommes comme Le Corbusier. C'est Dominique de Munich, à qui je reçois en visite à Houston, qui a en ce moment une exposition de ses œuvres au Grand Palais, où des objets de civilisation dites exotiques, mais qui résonnent de façon de nous-mêmes, et c'est ça pourquoi on vous invite à témoigner aussi. On voit que les problèmes sont les mêmes, qu'il s'agisse de pagailleurs, maoris, des riches musulmans, de Corbusier. Dominique de Munich a construit une chapelle à Houston, où j'ai pu faire venir les derviches tourneurs il y a quelques années. Et on l'a fait venir aussi, par exemple, Dalai Lama, où les peintures sont faites par Rothko. Rothko est un peintre américain contemporain, proche de ce qu'a voulu Le Corbusier. Ceci montre qu'Amérique, Islam, Suisse, France, certaines populations se dégagent lentement mais assez sûrement
Et dans ce monde qui est celui de la fin des temps, de Caligula, il y a quand même une espèce de récapitulation par quelques-uns qui peut se produire. Et je me trouvais dans ce lieu, entouré des peintures de Rothko qui étaient du noir sur du noir. C'est simplement du noir, mais un noir vibrant de lumière, gorgé de rouge, de vert, toutes les couleurs qui font la vie étaient contenues dans ce noir. Et nous étions assis avec de minuit, on parlait du père Couturier, on parlait de Rothko, on parlait de l'islam, de Corbusier, et on attendait le soignant Fremna, un chanteur de l'heure, qui a chanté des hymnes bibliques, qui s'encadrait parfaitement dans cette architecture hyper moderne qui est le tableau abstrait. C'est pourquoi je ne me situerai pas, et vous l'avez déjà deviné dans l'exotisme, j'apporte le témoignage d'une autre civilisation, mais je voudrais surtout vous parler de l'intérieur de moi-même et surtout vous parler de l'intérieur de vous-même aussi. Et de même qu'on essaie d'abolir la distance entre l'Occident, d'abolir la distance entre le toit et le noir, de parler d'un espoir qui est au-delà. Et je parlerai du sens en commençant, comme certains d'entre vous, qui m'ont déjà entendu le Safrazen. C'est un rêve que Mouridine Ibn Abd, qu'il a fait justement en période d'Armain. Il a rêvé qu'il voyait la Kaaba de la Mecque. La Kaaba de la Mecque, vous la voyez dans l'imagination, c'est le dieu cubique, recouvert d'étoffes noires, le voile est très fort aussi à Tiffany. Alors, le voile noir, laquelle garde or, c'est une de ciel, et il a rêvé qu'on avait enlevé le voile et qu'il voyait la maçonnerie d'Abraham et qu'elle était très brillante, qu'elle était argentée. Et il manquait une pierre, il manquait une bonne. Et alors, dans son rêve, il a dit qu'il était soulevé par des mains angéliques et était porté, c'est lui qui était la voûte montante. Donc, l'homme est architecture. Et c'est correspond à une architecture, ce que je dis déjà, et ça correspond à ce Arsène Tarpoï qui nous a dit régulièrement. La stature de l'homme debout donne son rythme, sa proportion, au rythme de proportion de l'architecture. Et entre les deux, il y a une connivence que le Corbusier s'est attaché à retrouver et qui peut s'exprimer dans le mouvement. Car l'homme est mouvement. Et ce sentiment, je l'ai eu aussi bien à la Mecque que, chose étrange, à Borobudur, au centre de Java. À la Mecque, la Kaaba n'est pas achevée sans les pierres. Et le rêve d'Ibn Arabi rejoint la sentence de Rabelais, je ne bâtis que Pierre Mille, ce sont hommes, dont il s'agit de Pierre Mille. Et quand j'étais à la Kaaba, j'ai compris que la Kaaba, je ne dis pas une pas achevée, mais elle n'existe que par la circumambulation, la marche de ces hommes et ces femmes en blanc, ces hommes en blanc, le blanc de la tunique sans couture, le blanc des bébés, des nouveau-nés, le blanc du linceul, il tourne, et l'architecture qui est la plus simple du monde, c'est un cube noir sur une plaque blanche, c'est le début de l'architecture qui sert uniquement de trace pour indiquer une universalité. C'est la trace sur terre d'un côté, d'un pôle qui monte, d'un axe qui monte à l'horizontale. Et lorsque j'étais à Mogadiscio, je demandais à des parleurs de quel pays il était, parce que je faisais partie des Indes, il était un pays différent. Je lui ai posé une question moderne, je lui ai demandé son passeport, ou une question orientale moderne. À quoi il m'a répondu, et ça c'était la réponse, il m'a répondu Alhamdulillah, gloire à Dieu.
c'est-à-dire qu'il refusait de se situer à l'horizontale par rapport à une nation, à une race, à une ethnie, à une profession, et se situer à la verticale. Et cette notion de centre, que je préfère appeler la notion proto, la notion d'axe et de pôle, qui est le centre des villes, aussi bien en islam que dans les civilisations européennes. Le sens peut être pris en deux significations. Et là, j'entre dans le corps de... Ah oui, j'avais commencé à vous parler de la Mecque. Donc, la circumambulation autour de la Mecque n'achète pas l'édifice. Et l'édifice, c'est le cube plus les autres. Et le cube plus ces pèlerins constitue l'édifice. Et il ne s'agit pas d'une marche, car la marche continue jour et nuit. Dans le passé, il faisait la lumière des torches. Maintenant, il y a des tubes de néon, on y voit que clair. Alors, ils tournent autour, et ils sont là. J'ai eu la même sensation à Bordeaux. J'étais chargé des travaux de restauration du temple de Bordeaux pour l'UNESCO. C'est un temple bouddhiste en terre très musulmane, au beau milieu de là-bas. Là aussi, il a une fonction centrale. C'est une mandala, c'est une image du monde qui se trouve au centre même de ça. Or, les étudiants y venaient avec le même sentiment de pèlerin que leurs ancêtres. Et pourtant, c'était la plupart des musulmans. Et ils faisaient la montée. Et je me suis trouvé la première fois au Bordeaux, dans un temps un peu comme celui-ci, il faisait tout fort. C'était une pluie tropicale. On me dit, venez au guest house, prendre du thé en attendant que la pluie fasse. Je dis, si cette réponse n'est pas pour rien, c'est qu'il y a des endroits où on peut aller tout nu. Et je me suis déshabillé, je fais la circumambulation sous la pluie tropicale, et qu'est-ce que j'ai vu? Que à chacun des étages de la mandala, il y a 7 étages, comme il y a 7 tours bloquées autour de la Kaaba. À chaque étage de la mandala, on progresse de constitution de moins en moins anecdotique, de moins en moins historique et de plus en plus architecturale. C'est là que je suis comme dans le cas du jour. Donc, au départ, on a des trucs qui représentent des jatakas, des scènes du Bouddha. Originairement, ces premiers étages étaient enterrés, étaient souterrains. La vie souterraine et l'histoire précède l'être et les sous-bâtiments à l'être, sous-bâtiments à l'être. Et à mesure qu'on monte, les Bouddhas qui vous entourent sont de plus en plus masqués par les briques. On les discerne de plus en plus mal. Les briques se referment et le visage sculpté du Bouddha devient de plus en plus lisse. Au début, c'est un portrait. À mesure que avance, le portrait devient indifférent, et finalement, il y a des souvenirs à peine inscrits sur la pierre. Et la dernière perception, en arrivant au bout, en arrivant en haut, c'est une coupole hermétiquement fermée. Et on sait qu'il y a un dernier visage là, mais on le voit. Et vous découvrez, à la fin de ce voyage, parce que c'est une captivité, que ce dernier Bouddha, c'est vous qui êtes sommé de le devenir, de même que dans la prière, dans le chapelet, le 99 terrain répète Asma Vishna, les noms de Dieu, et le centième, et puis elle proclamait notre sort. Et ça me rappelle le mot d'un de mes amis qui s'appelait Arnaud Desjardins, qui m'avait demandé des contacts pour la pénitence, c'est pas faire pénitence assez haut, mais je lui ai donné des indications pour aller en pénitence. Il a vu un homme qui s'appelait Soufi Baba, le père Soufi, qui avait une lunette cassée, qui habitait dans le nord, là de Maïmana,
Et Desjardins j'ai l'impression d'être entre deux choses, d'être entre l'Orient et l'Occident, entre contemplation et action, entre esthétisme et méditation. Qu'est-ce que je dois faire? Et il parlait sans cesse cette comparaison de l'attraction, je suis entre deux. Alors, ce qui va mal, il dit une seule chose. Cool. Et ça rappelle la phrase du grand mystique, elle a l'âge dont Né qui a dit, je me suis embarqué sur la haute mer et ma barque est cassée. Alors, il faut arriver à une architecture qui soit dans le barque. La barque vide et une barque cassée, mais l'intégrité, comme une super morceau, se trouve de l'autre côté. Et l'architecture aussi, une découverte de l'intégrité à partir de l'utilisation de en morceaux et la recherche du sens. Et la recherche du sens prenne en globalisme et dans le dessin individuel central de société une importance, je dirais, très éminente, instante aujourd'hui. Quelle a été la réponse de la civilisation humaine? Et prenons successivement les deux thèmes de notre rencontre, le sens et le sens. Le sens peut signifier la direction et l'orientation, il peut signifier aussi, ce qu'on a dit, surtout hier, mais on a abordé hier l'autre signification, le sens, en termes de signification en tant que base. Alors je prendrai rapidement les deux dans la filiation islamique traditionnelle. Tout d'abord, le sens. On a du mal à le dire. On peut dire, évidemment, c'est une vie religieuse, la lumière, et aucune civilisation, autant qu'une famille, n'a fait pour rénover. Et vous avez en gros trois, je vous lance une morphologie. Vous avez la vie de campement, celle qu'on a fondée comme Amorphos. Disons la vie des terres de Tartare, là où s'arrête le limestre, où s'arrête la civilisation, nous regarde ce qui se passe, et on défend l'inconnu, le next les colonies. Alors, on est là, on attend. Et c'est le cas de Kérouan, c'est le cas de Koufa, de Bafra. Ce sont des villes amoureuses, situées là où étaient les guerriers, les communicants d'Islam, et les villes sont développées par eux. Deuxième type de ville que j'appellerais la ville palatine. C'est-à-dire qu'une ville s'est superposée, la ville humaine, sur la ville l'Antiquité hellénistique. Elle a un peu gratté, mais il s'agit de deux genres superposés. La ville hellénistique, avec conception romaine, cardo et déclinique, ville donc rectangulaire, orthogonale, comme New York, se trouve surimpressionnée par la prise de position de l'esprit humain qui jette sur cette ville en coupe orthogonale une conception radiale. Le cercle vient se superposer au système d'ADN. Ça, c'est le deuxième type de vie que j'appelle la vie palatine et dont les données maintenant, les meilleurs sont Damas. Damas, qui est la ville la plus ancienne du monde, la plus ancienne avancée, avec Paul, et la ville de Damas, presque de loin, tout hellénisme, toute appropriation chrétienne, la vie, elle montre la fin des temps. Mais lorsque les Oméniades s'installent d'abord, ils impriment comme un sceau une conception circulaire avec la mosquée et le souk côte à côte. Il y a un axe qui est donné par la vallée de la Barada, le fleuve, mais vous avez la ville à angle droit et dessus, vous avez la spirale du Bouddha, les en colimaçon qui viennent de toute la voie. Troisième temps, bien sûr, le
de danser ou de nous, alors on a fait tout doucement, un enfant et en faisant du test. Mais la direction dans les vies musulmanes n'est pas dans l'instruction. Le tissu de la vie musulmane, je pense que la plupart d'entre vous en ont utilisé, la justice de thèse, la justice fédérale, le tissu de la vie traditionnelle n'est pas construit en fait, et ne débouche pas sur la piazza della Signoria, la piazza della. Le pouvoir n'est pas là, il est marginalisé. Parce que comme nous croyons que toute souveraineté médicaleuse est à Dieu seul, et qu'elle est déléguée par lui, donc il n'y a pas de palais au centre d'un. Quand il y a un palais, il est marginalisé. Il se trouve sur la falaise, il se trouve en dehors, c'est Samara en dehors de Bagdad, c'est le mont Fatam, la colline du Caire, face à la ville du Caire, c'est Rosafa à Cordoue, c'est Médine de Zafar au loin, au large. Donc la vie du pouvoir et la vie du plaisir ne sont pas le centre. Et de même, la mystique n'est pas occupée, comme dans les villes hanséatiques ou dans les villes renaissance italiennes, par le palais de la municipalité, n'est pas occupée par le siège du gouvernement, puisqu'il lui-même n'est pas réellement occupé par la mosquée. Parce que la mosquée n'existe, et nous revenons au début de notre conversion, une symbiose entre la madrasa, les étudiants médias, les économies, les malades, les voyageurs, les activités. Donc la mosquée n'est pas seulement un lieu sacré, un lieu de prière, c'est aussi un lieu d'accueil. Et c'est ce qu'était la Mecque au temps les plus anciens, c'était un lieu d'accueil, la chasse était interdite, il devait se répondre. Donc la mosquée n'existe que arc-bouté à la société, à la communauté. Et la mosquée n'est pas avant tout un lieu de prière et un lieu où nous sommes il n'y a pas d'hôtel, donc il n'y a pas de processus. La mosquée est un lieu spécialement pour prier, mais c'est un espace indifférent. Là, vous retrouvez certaines conceptions de Le Corbusier, vous retrouvez aussi certaines conceptions d'architecture René, comme Parmier. Et vous avez un espace, alors qu'on a dit que l'Église était un évangile de pierre, on peut dire que l'islam n'a pas d'autre architecture que le Coran, qui est un verbe parallélique. Donc, l'Église donne l'impression de prière, la mosquée donne l'impression de définition, d'humilité et d'accueil. Car elle est faite non seulement pour contenir la prière du vendredi, mais aussi les proclamations qu'elle étale. Elle est faite pour accueillir les malades. Elle est surtout faite pour l'enseignement. Elle est surtout faite pour que les étudiants et les enfants de l'école viennent s'agglomérer autour du maître. Et l'eau qui sert à laver les tablettes, c'est la même eau que celle des ablutions. Et si l'Église est la maison de Dieu, la mosquée n'est pas la maison de Dieu, c'est la maison des croyants. Ce n'est pas la même chose. Dieu n'est enfermé dans aucun endroit, pas d'icône, pas de vision, pas d'autel. Il se là que le centre joue en réalité la civilisation musulmane traditionnelle est une civilisation descendante, où son centre est transcendant. En fait, le centre occupe une place très importante dans notre conscience, mais il n'apparaît pas beaucoup dans le communisme. La modernisation de beaucoup de villes musulmanes marque par ce titre qu'il existe désormais un centre, qui est le lieu des grandes églises, des hôtels et des banques, et les gens riches n'habitent plus au centre, ils habitent dans les marinas et les villages qui passent au bord de la mer, près de la mer. Donc il y a un écartement social et moral
qui a immédiatement parti dans un traitement de l'ordre laïque. Mais la vie traditionnelle musulmane n'a pas de perspective, n'a pas de passage. Il y a deux mots qui sont étrangers à les musulmans traditionnels, à toute civilisation traditionnelle, quelle qu'elle soit, sont les notions de passage et les notions de perspective. La ville européenne, post-médiévale, je dis ne faut pas prendre l'âge, bien que nous sommes très près des constructions musulmanes, de l'âge, et inversement, les villes musulmanes sont faites comme les villes et c'est ce qui vous est bien dit hier par la ville prolifique. Alors, il y a la ville avant-poste, la ville provinciale, si je dis qu'il y a les trois, je vais venir à un troisième niveau. Le centre, où est-il alors, s'il n'est pas dans une place centrale, si les amis n'y conduisent pas, et la perspective imposée aux anciennes villes, ou, on l'a dit hier, imposée par les militaires, qui était un relevé très justement que Vauban ne pensait qu'à défendre la ville, et il fallait surtout assurer l'unité. Il avait des constructions stratégiques qui par la suite ont eu des conséquences urbaines et quelques inscriptions, c'était un très grand penseur social. La différence de ce qu'on voit, mais je crois qu'un efficace c'est un grand penseur social. Mais avant ça, c'est un autre chapitre. On va peut-être en discuter. Alors, si le centre de la vie musulmane n'est pas dans une perspective qui trouve l'espace, qui aurait une mobilité, oui, le centre se trouve situé d'abord à l'horizontale, à la gauche. Et chaque église est ordonnée. Et quand je suis venu ici, je demandais d'abord quelle était la représentation. C'est la première question qui me sort. Et l'acte de fondation de l'Église, c'est d'abord l'orientation juste, l'orientation juste. Et hier, on a beaucoup parlé de appropriation de l'espace, de situation dans un environnement. La vie musulmane commence. Elle commence, j'ai essayé de rendre dans un étude, elle commence par une orientation. On plante un javelot par terre. L'un des guerriers descend de son cheval ou de son dromadaire et il prend un javelot, enfin il le faisait avant, et il le plante par terre. Et la communauté ensuite se tient derrière pour prier. C'est la première mosquée et la première adresse, la première orientation. Le centre est situé en dehors. Le centre est au-delà de toute affaire. Il n'est même pas un espoir, il est total, il est transformé. Car la Mecque n'est que la trace de l'eau univers qui n'est pas carrière, qui est au-delà. Vous voyez la cohérence de la civilisation qui s'exprime dans la cohérence d'une architecture que j'ai essayé d'évoquer en menant le cas de Le Corbusier tout à l'heure. Et chose curieuse, cette lampe, on la trouve sur les premières pièces de monnaie omégale. Les anciens, les premières pièces de monnaie qui ont été frappées, qui étaient un autre moyen de communication, étaient des pièces qui représentaient non pas les vigiles. Souvent, d'un côté, il y avait la shahada, le roi, et de l'autre côté, il y avait la lance qui marquait leur faiblesse, qui marquait l'orientation. Alors, notre orientation, notre faiblesse, est sur un pôle, sur un axe. La conception axiale de la cité musulmane perce le centre en dehors des murs de la ville. Les murs de la ville sont très self-contained, très contenus, car il y a une différence entre l'environnement en islam et l'environnement en chrétienté. C'est qu'en chrétienté, il y avait souvent des forêts, d'ailleurs, il y en a ici même, et il s'est développé un système féodal par lequel le Seigneur donne sa protection et inversement le cerf lui donne devant. Ça ne dit pas ça. Aux portes de la ville commence tout à coup, immédiatement, le désert.
La vie vit sur ce lac. Et vous n'avez de campagne que ce qui alimente la vie immédiatement. Mais les exportations, ce ne sont pas des produits agricoles, ce sont des produits hautement travaillés dans les îles. Vous avez des États, vous avez des cartons, vous avez des aiguières, des bassins, des quartiers, vous avez tout ça, sous un faible volume, représente une grande valeur pour être exporté sur des espaces considérés comme dangereux pour nous. Et aujourd'hui encore, quand on part en voyage, on considère qu'on prend une grande aventure. Et le dernier souvenir que j'ai d'un de mes maîtres, ceux qui ont eu la chance de vivre, c'est l'enfant, René Guénon, le dernier souvenir, c'était de nous faire tous asseoir pour réciter la prière du voyage, de nous faire lever le plus jeune d'abord. Alors Guénon pratiquait encore ça. Après, quand je suis revenu, je n'étais pas encore. Mais le dernier acte que je voulais lui faire a été sa carte traditionnelle, et très écouté. Et alors, le monde de l'islam est caractérisé d'abord par un monde essentiellement urbain. Il y a très peu de campagne, très peu d'habitudes. La concentration se fait déjà le deuxième siècle d'Égypte, au XVIIe siècle, au IXe siècle, dans des villes. Ces villes sont calfeutrées à l'intérieur de murailles, et le modernisme se marque par le fait qu'on casse maintenant les murailles. Par exemple, la ville de Salah, tous les 500 mètres, il y a maintenant un porte à essence, un poste qui est taillé dans les murs de la ville, et on fait des avenues qui permettent, surtout une petite queue, de circuler. Mais la vie traditionnelle est encore dans le mal, et ce qui est vide et ce qui est non vide est plus nettement accentué qu'en Europe. Et ça, non seulement une réflexion sociale, absence relative de féodalité, mais ça a une conscience économique. Le commerce est toujours un commerce au long cours, et il est toujours spéculatif et aventureux. C'est toujours un import-export d'objets fabriqués dans les souks et qui incorporent une grande valeur d'une faible masse, soit transportée par caravane ou par bateau. Alors, le monde entier de l'islam apparaît comme un chapelet ou comme un collier brisé, et chacune des graines dans le sable serait autant de villes. Et vous avez des villes répandues à travers le monde, depuis Fès jusqu'en Asie du Sud-Est et jusqu'aux Philippines. Et maintenant, j'ai été il y a quelques mois en Chine, au début de l'économie du Yunnan, de Xinjiang. Et le Guangzhou est l'un des chocs les plus forts de toute ma vie. Mais une vie continue à être bâtie sur une même système, qui parfois est compris, vie avant-vote, vie à la tête. Donc, on ne remplaçait pas l'ancienne civilisation, on construisait la ville dessus, et ville dont l'axe, le centre, se trouve hors les murs. Il est à la Mecque, et la Mecque n'est que le tracé sur terre. Là, ça rappelle deux choses. La Jérusalem céleste, et ça rappelle la calligraphie. Vous avez de même un monde dont le centre est situé ailleurs et dans une profondeur, et pas dans la vie. La Jérusalem céleste, qui a un mot très beau de Pinon d'Alexandrie, qui dit que la Jérusalem céleste est comme une vague sur l'index de Dieu, et qu'à la fin des temps, il a imprimé cette vague sur la Jérusalem de terre, car Jérusalem, pour les musulmans, a une fonction eschatologique, c'est la ville des derniers temps. Et il imprime cette vague, et je vois que la Jérusalem abstraite, taillée dans la pierre précieuse, correspond à la Jérusalem tendre aussi du monde, au dernier bout, sur laquelle le chapon de la vague s'appuie. Et on connaît tout est bon, tout va bien, et l'histoire se termine. Et vous savez qu'à la fin de l'histoire, au dernier jour,
c'est au moment de la résurrection, les musulmans se tournent vers Jérusalem, et pas vers la Mecque. Jérusalem était la première orientation, puisque nous parlons ici de sang, et la dernière. Et entre-temps, dans l'histoire humaine, dans la vie humaine, nous tournons vers là. Mais il ne s'agit pas d'un accepteur, comme on dit souvent, c'est pas que c'était café avec les livres ou le diable, puisque au dernier temps, tout se passe à Jérusalem. Et c'est à Jérusalem que va s'accomplir le dernier acte de la vie. Et le personnage principal ce jour-là, c'est Jésus-Christ. Il va annoncer le jugement du haut du miracle là-bas, et il va venir à Jérusalem, on va accuser. Mais enfin, à cette apocalypse, je reviens maintenant au français. Deuxième sens, la calligraphie. Vous avez dans l'architecture et dans cette conception qui fait que la vie est centrée sur un au-delà, sur une transcendance, vous avez la même notion qu'en calligraphie. Vous savez qu'en calligraphie, à la première impression, vous avez l'impression de décoration, de prix capricieux, de lignes qui plus bas, Baudelaire a dit, l'arabesque est le destin le plus spirituel de tous. C'est dans le plus. Il y a quelque part chez Mondrian, un sujet qui sont notamment une page que vous pouvez lire, ils sont après aussi présents que la page de Claude. Et la calligraphie cache derrière cette apparence joyeuse, exubérante de décoration, des rapports cristallins presque architecturaux. En général, impair. 2 à 3, c'est le triangle, c'est le pentagone, c'est que le polyhexagone. Mais on efface le dessin qui sert à montrer les proportions et on montre uniquement les lignes d'action. Car le centre doit se répercuter partout, mais il n'est pas composé. C'est l'inverse, la composition des tamans, de où il y a un point levé, on pense qu'il va plus baisser. Là, le son est partout présent, mais il se répercute. Et il ne peut pas être localisé. Et c'est la même chose pour le sens signalétique. Le sang est situé à la Mecque, et de la Mecque, il est situé en haut dans une grande chambre. Et ce qui est sur Terre n'est qu'une approximation architecturale. Et dans la calligraphie, lorsqu'on veut faire encore un pas de plus, il arrive que le centre de la calligraphie, c'est-à-dire la figure géométrique simple, le triangle pentagone, était placé en dehors de la feuille à décorer ou en dehors du monument. Et c'est ainsi que le dôme de Kaïsveil, il fait comme ça. C'est-à-dire que la figure simple se trouve dans l'air, on la projette, on fait une projection sur la vol de la nuit. C'est-à-dire que le son est transcendant et étonnant. La même chose. Mais lorsqu'on entre dans une là, on est évidemment frappé par la densité du tissu, qui est très serré, très dense, et on ne peut pas savoir où est la direction, où est la place frontale, où sont les perspectives, où est l'est, où est l'ouest. Et ça ressemble à ce qu'un autre biomètre, ça ressemble à une copie. C'est-à-dire que vous avez un mouvement spiral qui fait que la ville musulmane est avant tout une ville de grande densité de tissu urbain et une ville en spirale. Vous avez un centre interne. Et au centre, vous avez ce système de la mosquée et du souk qui s'arc-boutent les uns sur les autres, comme le dit le Moadonien en langage arabe, c'est-à-dire que l'au-delà et le va-et-vient de la vie quotidienne ne s'opposent pas, il n'y a pas de dualité. On ne coupe pas, il n'y a pas le secret du parle contre l'autre. On sauve tout est après. Et vous avez la mosquée appuyée en contre-port sur le souk. On n'a pas de concurrence dans le souk, vous le savez, tous les chaudronniers sont ensemble, tous les marchands de tissus sont ensemble. Ce n'est pas le principe de la concurrence qui
l'individualisme, qui est au centre des choses, qui nous conceptionne. Et nous regardons cette la vie. Et vous avez les artisanats dans un certain nombre. Nous ne sommes pas dans n'importe quel ordre. Ça peut vous paraître, au premier abord, un hasard. En réalité, ça repose sur une volonté très claire. Vous avez la mosquée sous, et aux abords, vous avez un deuxième cercle qui est proposé par trois commerces. Vous avez les libraires, et ça on comprend pourquoi, c'est la parole qui retentit à l'église, la parole qui prêche, la parole qui prie, la parole qui enseigne, et vous avez les livres. À côté du libraire, vous avez les parfumeurs, vous avez le souk à la Tarim qui se trouve dans. Pourquoi? Parce que le parfum, c'est la quintessence. C'est ce qui arrive lorsque la corporéité est dépassée. Et un jour, on m'a laissé entrer, j'ai refusé bien des fois, mais un jour, je suis rentré à l'intérieur de la Kaaba, la dernière impression qu'on a, c'est un parfum de France, indélictable, c'est du bois pur, normally, qui est très, très minéral. Alors, vous avez le souk de parfum, et vous avez un troisième souk, alors, de côté à Paris, vous avez un troisième souk, qui est la Casaria, qui est le marché des États captivés, dont l'usage a été développé en Orient et en Occident, à Tolède et à Port. Alors, vous avez ces trois et l'étang où le fil d'or ou le fil d'argent se tisse à l'intérieur, qui est une autre montagne. Et puis alors, ensuite, vous avez les métiers, non pas du plus noble au plus ignoble, mais selon une autre classification corporative qui est une classification sacrée. Alors vous avez les différents corps de métiers étagés, et à l'extérieur, vous avez les métiers qui sont associés au cadavre. Les bouchers, les dépeceurs de viande, les broyeurs, ceux qui travaillent le cuir et ceux qui teignent le cuir. Et encore aujourd'hui, vous voyez ce travail qui se fait aux environs de Bèze, et c'est dans sur une économie extérieure que se trouvent les teinturiers de cuir encore maintenant. Parce qu'ils travaillent quoi? Ils travaillent à Amsterdam, ils travaillent les charolles. Et ils les travaillent non pas dans le sens de leur résurrection, mais dans le sens de leur expression. C'est pourquoi ils sont placés à l'extérieur, à l'extérieur. Et dehors, vous avez battant à la porte la population nomade, car le rapport cité-agriculture doit être remplacé par le rapport stabilité architecturale-nomadie. Vous avez le nomade qui va au port et les relations sont présentes avec le nomade. Il y a eu une époque, le 10e siècle, où on romantisait le nomade, disons un peu depuis Bedford jusqu'à Londres. Et après, on essaie de démontrer que la situation du humain est entièrement une situation mercantile, et là-dessus, on se rejoint, l'un et l'autre sont complètement faux. C'est une situation urbaine, mais qui a vécu en symbiose, non pas avec les paysans, mais avec le nomade. Alors, vous avez le nomade, vous avez évidemment les quelques agriculteurs, mais l'agriculteur est un futur citoyen. Il n'aspire qu'à des liens de parenté, à des liens coopératifs qui l'incorporent dans la société. Donc il est là à battre aux portes de la vie. Il bat aux portes de la cité, et j'en viens maintenant à l'autre sens de signification. Alors le sens c'est l'orientation, je crois avoir assez parlé de la citoyenneté. Et vous avez une phrase qui me travaille beaucoup de notre frère, qui dit « J'aurais aimé 3 choses dans la vie, c'est la prière, les parfums, les femmes. » Il y a une chose, je crois même une fois, mais dans les 3 cas, il s'agit de quintessence de la mission, de quintessence de la matière, quintessence de la vie. Et vous avez donc
cette orientation sur la mer, vous avez cette signification que la cité n'a de sens par son incorporation individuelle. Et ce qui est aujourd'hui, lorsque le sens d'utilisation est cassé, alors l'architecture est importée, c'est un peu n'importe quoi. J'en viens maintenant à la notion de centre. J'ai dit que l'espace de l'islam est décentré. J'ai un peu exagéré, puisque vous avez vu qu'il y a quand même un centre fait par la mosquée et par le souk, mais qui n'a pas la même fonction que la place municipale. Et toujours, toutes les mosquées et les morts ont la tête tournée vers la mer. On place toujours la tête tournée vers la mer, on les place à la vie. Donc, la vie est liée. Il y a une autre chose. C'est ça qui a permis la lecture sur l'expansion très facile du frère. On pouvait fonder Bagdad, on pouvait fonder Damas, on pouvait fonder Cordoue, on pouvait fonder Samarcande, parce qu'il y avait une construction qui n'estimait pas le centre de la ville à l'empereur assis sur son trône avec son ami. L'empereur assis sur son trône, il était ailleurs. L'homme était uniquement Khalif Allah al-Arsh, c'était un député de Dieu sur la terre, dont on pouvait avoir, comme l'étoile de vos bords, mais dans une autre signification, on pouvait essaimer et se placer à Bagdad, se placer à Samarcande, se placer à Malacca, se placer à Cordoue, restait égal, il y avait une espèce d'espace indifférent. Alors que le Basileus à Byzance, le roi des rois en Iran, le fils du ciel à Pékin, ils coïncidaient au centre du monde. Et ils avaient avec eux le trésor, et ils avaient avec eux les administrateurs. En islam, les choses sont beaucoup plus difficiles. C'est pourquoi la civilisation de l'islam a été l'une des plus anciennes civilisations de relations. Elle a mis en présence le monde hellénistique, le monde de la vie centrale, le monde des moussons, qui a été un peu indifférent à ces orientations. Il n'y avait pas d'antivine de quelqu'un de son temps. Ça, il revient maintenant au troisième exemple que vous l'écoutez, je ne vais pas oublier mes méandres de promenade dans le monde humain, c'est la vie sociale. La fondation de Bagdad. Je parlais de choses d'affaires, je vous ai parlé de la vie musulmane à Bambos, la vie à l'insect. La troisième vie, c'est la géographie céleste, en mission telle, c'est la géométrie architecturale imposée à ce. Le calife a dit, je veux que Bagdad soit architecturale. Et il a déterminé que le centre de faire le s'en aller, peu après il s'en aller et aller ailleurs. Alors, c'était un cercle parcours. Et beaucoup de ces villes musulmanes ont été construites d'abord comme un lieu de circularité, d'accomplissement dans la profondité, et vous avez le même plan dans beaucoup de villes. C'est pour ça que vous avez trois espèces de villes musulmanes. Vous avez la ville à Bambos, la ville Palacet et la ville tracée avec et cette régularité, vous la retrouvez encore dans certains livres, qui n'est pas la régularité du monde moderne, qui est une grande généralisation. Et pour sentir la différence, je vous demanderai de penser à la fondation de Rome, opposée à la fondation de Bagdad. Pour Bagdad, l'un des anciens historiens musulmans, Al-Baladouri, celui qui est dans un complexe Baladi, dit on plaça un archer vigoureux, on lui demanda de lancer une flèche à travers l'espace. Ensuite, on lui demanda de lancer une flèche dans les autres directions, on a pris le sang et on a tracé un point. Donc, vous êtes parti de l'air et de l'espace, la spatialité pure pour créer la vie. Alors que dans Romus, vous avez au contraire
chaque rue, qui est son paysage jusque dans l'urbanisme, qui a retourné le sol, qui a tracé le cadre de l'étoile, et lorsqu'on saute par-dessus le sillon, on se tue. Alors, il y a eu dès le début, donc, c'est l'homme qui remplace la structure. Et vous avez la prise de possession de la terre qui est terrienne, opposée à une civilisation spatiale indéterminée au moment des tests dans le temps de direction. Maintenant, en ce qui concerne le centre et la périphérie, j'en viens à la situation actuelle. Le centre ne va plus à la mer, et le centre n'est plus en cause en général. Les gens les plus riches achètent des villas au bord de la mer, et le centre de la ville, un peu comme ailleurs, comme en Amérique, comme en Occident, il est donné aux bâtiments d'administration, aux postes, téléphones, et surtout aux banques et aux hôtels. Et vous avez de plus en plus des rues, des avenues qui percent cet ancien tissu urbain de l'existence où vous avez un centre très important. Vous avez le centre des avenues. Et le principe du zoning, qui est un des principes de l'urbanisme du l'urbanisme moderne, n'était pas appliqué du tout dans le village. Il n'y avait pas de différence entre le pauvre et le riche. Il n'y avait pas de vocation. Et il n'y avait presque pas de rue. Les rues étaient des corridors et les murs étaient des murs aveugles. Vous passiez devant des murs blancs comme ça. Et vous ne savez pas si derrière vous aviez un groupe de squatters autour d'un bar-zéro, ou si vous aviez la caverne d'Alibaba et des trésors de Milésie. Et d'ailleurs, sur la caverne, mais vous n'aviez pas la préoccupation que la question de richesse était là. Nous avons deux avoirs. Nous avons un livre qui s'appelle l'héritage de Zola de Carrel, mais étant fastueux, le prince est fastueux, il jette toute fortune est passagère, viagère, fiduciaire, et en général, la ville n'étale pas la fortune. On la cache derrière elle. Et de même, la pièce n'a pas de meubles, vous le savez. Il n'y a pas de fauteuil, de chaise, de table. C'est un espace entier. On a des nappes, des coussins, des tapis, c'est-à-dire des objets qu'on peut. Et en fait, pour le repas, on apporte une grande assiette centrale et le repas est un acte collectif. De même qu'on est assis d'une manière d'une part individuelle, qui se parle du contexte social. Donc, il y a une appropriation de l'espace qui continue d'ailleurs. Moi, ce qui me frappe chez les très très riches, chez les émirs, sont ces galeries de fauteuils en 6015 qui ne sont pas occupés ou sont occupés par des arbiteurs. Alors, vous avez ces galeries de fauteuils mais qui ne servent pas à leur même fonction, ils servent d'autres fonctions. Et les gens sont à l'aise quand ils sont assis à partie, mais qu'à les groupes. De même, il y avait une ville dont j'ai eu un mot quelque peu, qui était à Lefebvre. Le grand problème de Lefebvre, ce n'est pas que le mouvement, comment rien un peu partout, mais c'est un problème social et moral. C'est d'abord le fait que la population de Lefebvre, c'est plus les femmes. La bourgeoisie de Fès se trouve à Rabat, à Casablanca, elle est en dehors. Et ce que vous avez à l'intérieur des villes, c'est non seulement une utilisation haute, une mentalité haute, il y a un groupe d'âge différent, vous avez des gens qui descendent des montagnes, mais vous avez une appropriation, mais tout familiale. Avant, vous aviez derrière ce mur aveugle, vous aviez une grande cour, un patio avec le jet d'eau, le temps comme un cordon, et vous avez une famille, relations sociales, le père, les femmes, les enfants, et chacun était. Maintenant, l'appropriation est individuelle. Et l'unité
c'est plus la grande famille ou le clan ou la tribu, parce qu'il y avait pas plus d'un, mais c'est le mari et la femme, et éventuellement un enfant ou deux plus tard. Et je me rappelle ma surprise quand j'ai été la première fois en Amérique, on me disait Have you got a family? Et je me rappelle très bien que lorsque nous sommes venus pour la première fois à Paris, nous avions un appartement où il y avait 27 personnes qui vivaient. Et il y avait le clan. Et mon père faisait le patriarche et les gens étaient répartis. Chose aujourd'hui inconcevable. Alors, dans des espaces faits pour cette vie patriarcale, vous avez la vie européenne individuelle du couple. Le mari et la femme qui vont travailler, c'est ma cause. Et après, qu'est-ce que vous avez? Vous avez d'abord une démographie galopante. D'ailleurs, tout le monde de l'islam, on oublie parce qu'on croit que l'islam est une affaire de milliards nostalgiques. C'est une affaire de très jeunes gens et de très jeunes gens militants. Les statistiques de l'UNESCO disaient que 60% des musulmans ont moins de 24 ans. Alors c'est quand même une chose à laquelle il faut penser tout le temps. Et quand on voit même des événements dans la presse. Alors, pèse les classes de démographie, de surpopulation, mais les classes surtout du fait que la population qui pèse, ce n'est pas une population urbaine, et c'est une population qui vit en clan, en tribu, mais déjà travaillée par l'individualisme et par l'appropriation d'immeubles en couple. C'est pourquoi les grands immeubles qui servent à des familles sont transformés, découpés en lotissements où ce sont toutes petites familles qui plantent leur linge et lavent leur affaire à l'intérieur du tour. Alors, vous avez une conception sociale, et de même l'artisanat de pêche est en train de périr. Vous avez des objets qui sont fabriqués, tapis berbères pour faire leur père n'a jamais touché. Vous avez des objets fabriqués à Hong Kong ou à Paris. Presque tous les tapis de prière qu'on voit maintenant en Arabie Saoudite viennent de la Chine populaire. Le commerce du tapis de prière, là, vous savez, le célèbre tapis, on voit la Mecque représentée d'une part Médine de l'autre, eh bien c'est Made in China. Alors, vous avez très bien. Donc, l'artisanat, cette intelligence de la main sur laquelle reposait la civilisation traditionnelle de l'État, est remplacée par l'import-export. Il y a quelque chose qui reste, c'est très très. Et l'individualisme remplace donc la grande famille et le. Ce qui fait que le problème que nous avons, c'est de vivre à la fois, nous vivons à peu près le civilisation. C'est de vivre à la fois une crise individualiste comparable à la Renaissance, une crise théologique comparable à la Réforme, une crise sociale comparable à la Révolution marxiste, et les vivre tous à la fois éclairagement en même temps une perspective d'ordre. Ce qui fait que nos villes sont l'exact indice de l'expression que se trouve l'intérieur. Et il y a maintenant une volonté populaire de reprise en main. Vient aussi s'ajouter à ça, et qui veut non pas être réactionnaire, mais revenir à un système complet et unitaire. C'est pourquoi, par exemple, le cri de Allah Akbar, Dieu est plus grand, signifie que le centre transcendant, il est très bon dans la presse en Occident, ce sont les Allemands qui le poussent à prévoir l'ancien peuple Molotov, il est très mauvais quand il est poussé à Téhéran. L'esprit, les mêmes hommes, la même civilisation. Alors il y a une volonté d'affirmer ces valeurs, d'une part. D'autre part, il y a ce que vous avez vu en Occident. Je ne suis pas du tout nostalgique. Et quand je dis à mes étudiants les cours que j'aime beaucoup les États-Unis d'Amérique, je me fais à la porte parfois, mais je le dirai encore en octobre prochain. Et le problème du humanisme que rencontrent les musulmans est qu'en rencontre un problème de civilisation, un problème de société et au-delà un problème. Mais ça, on le trouve aussi en Occident, on le trouve dans l'Europe de l'Est, et
et on le voit en Amérique. C'est un problème universel. Je conclurai cette introduction en disant qu'il y a une chose plus affreuse que le fait qu'on ait un temps du préfabriqué, des contraintes pour fabriquer de 6 mini-mosquées avec des minarets et des coupoles. C'est pas vrai. C'est que cette société s'en accommode et qu'ils peuvent vivre à la fois dans des désordre une vie qui soit faite. Ils vont à la banque, ensuite on va à la mosquée uniquement le vendredi, ce n'est plus un lieu d'activité, plus un lieu de refuge, c'est plus un lieu de communication, c'est plus un lieu d'enseignement. L'école obligatoire a son système ailleurs, la Kawi n'est plus dans la Kawi, et ainsi de suite. C'est le fait que toute une société soit extraordinaire et qu'en réalité, le spiritualité très bon marché avec le matérialisme sont des étiquettes qu'on a collées et que le vrai problème n'est pas de savoir si on peut faire de nouvelles construire des mosquées, des écoles, des archéologies et des mineurs. Ce sont de fausses solutions. Ce qui est en cause d'utilisation, c'est un raccordement. Qu'est-ce que ça nous fait? C'est un peu comme fabriquer des tapis de prière africains ou fabriquer des breloques à phrases. Bon, on fabriquera des mosquées calculées au MIT, au lieu qu'ils sont calculés en France comme l'été il y a 50 ans. Le béton sera le même. Et on va y ajouter des dômes, des minarets. Or, ce qui est important, c'est que ni le dôme, ni le minaret ne sont caractéristiques de la mosquée. Nous avons vécu très longtemps sans dôme et sans minaret. Et la plupart des mosquées musulmanes n'ont pas de dôme, elles sont des cours à ciel ouvert. Et la première mosquée, une maison, c'est la maison du prophète Ahmedi. Elle n'avait pas de minaret. Et le minaret est une invention tardive dans l'islam. Au début, le premier, le plus ancien des muezzins, Bilal, montait sur le toit, tout simplement, et il appelait les gens, la communauté à la prière. Donc, il ne s'agit pas de fabriquer comme des perruques, de faux nez, de fausses barbes, des minarets, des... On adore ça et le golf, on est rempli. Le c'est de trouver un rapport de l'homme à Dieu, de l'homme à soi-même et de l'homme à sa communauté qui permet de refaire l'acte de création qui a eu lieu il y a 14 jours. C'est-à-dire qu'à l'époque, on se posait plus à l'époque. Aristote a été intégré dans une civilisation nouvelle, qui était à la fois nourrie de civilisations helléniques, des caransarides de la vie centrale, des navigations de la vie tunnelle, il n'y a rien de ça à l'intérieur et à l'extérieur, mais tout cela est présent de l'échange. Donc, prendre des dômes et des minarets, c'est la caricature de la civilisation à un rapport au monde. Et l'important, encore une fois, c'est la société, c'est la homophobie, et c'est l'homme qui crée et qui aura pour nous, nous pensons des parents, mais il me semble qu'en ce moment, il y a une crise en Orient, très grave. Premièrement, nous avons des types, nous sommes schizophrènes, tous, et l'âpreté de certains, il faut la comprendre, c'est tout aussi par cette incertitude. Nous vivons à la fois avec un pied dans une civilisation homogène, et l'autre dans une civilisation qui tend nos fils quand il y en a. Et puis surtout, nous nous apercevons que nos petits-fils n'y croient plus. C'est ça qui est intéressant, qui est important, et qui casse les jouets après lesquels on pourrait dans la génération précédente. Alors, nos vies sont des vies décentrées de nouveau, mais c'est parce que le centre de notre civilisation, le centre de notre être, se trouve en question, et on essaye, avec des gestes violents, des gestes agressifs, des gestes sacrifiques, on essaye de faire. Et c'est ça qu'il faut comprendre aussi en profondeur. C'est ça le drame que nous avons résoudre à l'intérieur de nous-mêmes et aussi dans notre rapport.
Au début, le minaret, quand il a été construit, n'a été pour une raison. C'est que la voix humaine ne porte pas au-delà de 2 ans. Il y avait un module sonore dans le minaret. Quand on n'entendait plus l'appel, on construisait une mosquée. La tour a été construite pour que la voix puisse faire entendre. Au début, on avait des lumières. Le mot de menara, de minaret, se réfère à un symbolisme qui n'est pas visuel, mais qui n'est pas auditif, qui est visuel. Le nar, c'est le feu qu'il y avait là. Et encore aujourd'hui, à ce endroit, on monte des drapeaux. Mais l'essentiel, pour la Chine, pour l'Orient, ce n'est pas l'apportation, ils sont assez riches de formules de cette ailleurs, mais savoir si nous avons reconnu l'utilisation qui ne serait pas du temps, qui ne serait pas du contemplatif, qui ne serait pas d'exclusion coloniale, mais qui n'aurait peut-être fait des mosquées sans minaret, d'autres choses, parfois, mais qui soient centrées parce qu'il appartient à une filière. Un jour, un colloque qui était organisé par la Dara appelle, il y avait des historiens de l'art très nombreux, on demandait qui faisait une mosquée ou une mosquée. Alors, on cherchait des symboles, il n'y a rien. Moi, je réponds pour ça. On peut prier dans une grande, dans des maisons, sur une pièce de machine à outils, sur un bateau. Une mosquée, c'est là où il y a des outils. Et il me semble que tant cette notion, à la fois humaniste, mais qui dépasse là, ça va assurer nos architectures seront l'expression concrète de la discipline communisme. Sauf et c'est pourquoi je suis très heureux d'avoir été ici et de me réveiller en ne sachant plus si j'étais encore dans mon si j'étais témoignage, déclaration, direction. Et j'ai fait un ramadan, dans la communauté, un autre à la Havre, au Pakistan, bien sûr plusieurs à la Mecque. J'en ai fait un dans, j'ai commencé à une mosquée qui a été exposée en France, très rarement, et j'ai terminé avec des réfugiés afghans qui venaient d'Afrique. Eh bien, cette année, je commençais avec vous et j'estime que c'est une manière tout à fait banale. Il y a une conférence publique là qui est faite par un orientaliste qui paraît avoir dit en peu de connexion et dit c'est une dimension universelle. Si c'est destiné à être une affaire de ce type de fleuve refermé sur lui-même, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui m'intéresse, c'est le partage. Et je veux seulement nous partager sur les soi-même. Alors, il y a tout un travail de s'accorder autrui et d'être quelque chose, ou d'être quelqu'un qui est très délicat et que nous tous nous écorcher. Et je suis très heureux d'avoir passé cette matinée avec vous. Je dois retourner à Paris parce que je fais encore une conférence cet après-midi à un groupe de musulmans sur le ramadan et sur le sens du ramadan. Mais je crois que vous m'avez certainement, et ça je ne dis pas par démagogie, je suis très loin et vous n'êtes pas démagogue, mais vous m'avez apporté plus que ce que j'aurais apporté, c'est moi qui vous remercie. Une chose qui me... Voyez-vous, on a l'impression toujours que la parole trahit de la méditation. Oui. L'écriture va encore plus loin en trahit même la parole. L'architecture, voilà, c'est diabolique. C'est une terrible affirmation et qui reste. Bon, alors, il y a une solution quand même. Tout cela devrait être un buffet plutôt de tentative. C'est une tentative à chaque fois. Tant qu'il y a le défi de ce côté-là, c'est pas définitif. Et ici, ça n'est une tentative de création. Quand ça devient le minaret,
quand vous parlez à Paul le Oui. China, c'est un arrêt, en fait. Oui. C'est un frein à la Oui. Oui. marche. Lumière et une nostalgie. Oui, oui. Absolument. Et c'est terrible avec le Corbusier parce qu'il aimait autour de lui. Il avait la façon de parler des choses avec une certaine certitude. Vraiment certitude. Et il y a le cercle autour de cette belle pensée, de belles choses, beauté, de le prendre comme parole qui a trahi déjà le feu de l'architecture encore terrible, avec le béton. Après, il ne reste que ce béton qui a tout trahi finalement. Mais pour lui, il était une tentative quand même. C'est une belle chose. Oui. D'ailleurs, ce que vous dites sur le béton est souvent réfléchi parce que l'UNESCO est construite presque entièrement en béton. Moi, je ne crois que ça fait pas de bonnes ruines. Non. Ça fait des vilaines ruines. Ça fait des cicatrices, des traces, des saillies mal. Et la laine de verre. Oui, je vieillis encore plus mal. Très bien que nous faisons des maisons un peu comme on fabriquait des voitures il y a quelques années à Détroit, mais seulement il y a des voitures qui restent des classiques comme la Ford Model T, et il y a des voitures comme la Excel qui sont démodées, c'est l'inbuilt obsolescence qui s'en va dans l'architecture aussi. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est à quel point le béton, le verre, vieillit mal en comparaison avec d'autres matériaux plus traditionnels. Il y en a un carré. Et alors, pour le Corbusier, il y avait évidemment cette certitude culminatoire, c'était comme ça et forcément, ce qui l'a mené d'ailleurs à un échec absolu à l'UNESCO ailleurs, et manœuvré, manipulé, et on l'a mis sur des voies de garage, avec le résultat que ça faisait du mal pour voir des bâtiments de ligne, pas à Paris, mais c'est ce qui s'est passé à l'UNESCO. À l'UNESCO, bon, je vous fais une profession, je me suis souvent demandé, on n'est pas gardé France. Il y a un peu tard pour se mettre à réfléchir là-dessus. C'est un peu comme l'architecte qui doit se retrouver 30 ans après devant un bâtiment qui était superbe à cette époque et il se pose des questions. Mon père, lui, était persuadé. Il disait que c'était l'ANER, que je vais m'en aller du service des Nations Unies et que ce n'était pas le service d'Israël, que ce n'était pas la boîte. Bon, notre histoire. Et cependant, je n'en relis certainement pas tout le monde, je crois que dans l'architecture, même la plus développée, la plus qualifiée, un la volonté et qu'elle a tentative des articles aujourd'hui, quand on parle des terres. Parce que eux ont à la fois le sens de l'éphémère, maintenant, et le sens de l'absolu. Et ils font des bâtiments qui, en principe, sont faits pour durer. Je dois faire dans quelques jours une conférence à l'UNESCO sur l'architecture et les médias. Les médias qui travaillent dans l'immédiat, la pub qui doit toucher dans la partie énorme et limitée, et l'édifice de bâtiments, l'architecture, elles, on veut le monde et continuer à durer. Alors, comment durer dans un monde qui est fait pour ne pas durer? Non, mais puis-je vous. Bon, c'est une petite historiette finalement. Mais le problème actuel, et c'est peut-être symbolique, c'est qu'on invente les solutions maintenant, les méthodes techniques de destruction de béton. Ouais. Et que c'est très difficile, effectivement, il y a des méthodes grossières, mais on ne vient pas le plus souvent aux choses, donc on invente de plus en plus subtil, possible, mais ça c'est un problème actuel, il faut démolir. Et on n'y arrive pas facilement. C'est-à-dire, ça ne fait ni de bonnes ruines, et ça ne peut pas être démoli facilement. Et actuellement, derrière l'Orient, on se trouve moins de béton que de verre. Il y a beaucoup de verre. Et on essaie, je crois que le problème, bon, je vais essayer, car j'ai encore une anecdote la semaine. Bon, j'ai atteint le limite d'âge, donc j'ai quitté l'UNESCO à 60 ans, mais je continue à être consultant pour les monuments
orientaux et africains à Nicomos, au Conseil des monuments et des îles. Et j'avais un plan pour la sauvegarde des monuments orientaux, musulmans en particulier. Et nous avons fait une session à Lahore et une autre session à Jeddah. À Jeddah, j'ai failli me faire écorcher. Parce qu'il y a je ne c'est trop longtemps. Vous pensez qu'il faut restaurer les monuments? Vous êtes un charnière. Il faut laisser les monuments mourir de la belle mort dans le désert, et si vous êtes pas capable de construire de nouveaux qui soient des chefs-d'œuvre en bas de haie, à ce moment c'est pas la peine. Et construire un monument, c'est bien, mais restaurer un monument pour le garder en haut, c'est déjà s'acoquiner avec l'histoire, avec le temps qui passe, vouloir faire durer des choses qui ne doivent pas durer, c'est déjà déterrer les morts. Et j'ai eu une session très difficile à cause de ça. Ils ne voulaient pas le plan pour la sauvegarde des monuments. Et vous savez que l'une des architectures les plus brillantes du monde oriental est l'architecture mozambique, certains en Algérie. Les Mozambiques ne veulent pas qu'on traite leurs monuments comme des modèles du passé. Et si on a envie d'y faire une aile nouvelle ou de tout casser, de repartir, c'est à nous que ça appartient. Et alors là, l'architecte se trouve devant un dilemme qui est difficile, c'est-à-dire les usages humains lui interdisent le respect. Au moment où lui devient respectueux, la communauté ne l'est pas. C'est un problème, mais j'ai essayé de montrer que les dilemmes que nous rencontrons en Orient sont les mêmes. J'étais récemment à Bahreïn. L'UNESCO m'avait envoyé pour conseiller sur la construction d'une université qui d'ailleurs n'est pas terminée. Et j'étais là-bas et j'ai eu une conférence de presse. On m'a demandé quelle est l'impression que vous avez envoyée à Bahreïn. Je dis, avant ça ressemblait à Basra, avec des Asies. Et maintenant ça ressemble au Skyline de Houston. Je reconnais les élèves de Philip Johnson et je reconnais des choses sur le Skyline. Moderne, c'est autre chose. Là-dessus, on dit, même un traditionnaliste comme Mama, c'était dans le jour de lendemain, reconnaît que nous avons fait de grands progrès, maintenant nous ressemblons à Philip Johnson. Alors, je lui ai dit, il a beaucoup ri. Mais alors, il y a un jeu avec l'histoire du passé que nous, en Orient, nous prenons au premier degré. Il y a un vide énorme que nous pensons même pas. Alors, nous continuons à mettre des tas d'air conditionné dans des vêtements qui ne sont pas du tout conçus pour nous. Et dont les détails extérieurs rappellent des temps, mais qui dans l'intérieur ne correspondent pas. J'ai des solutions. Ah, Ouais. je voudrais avoir C'est qu'en fait, je pense que c'est un peu simple. Oui. Si on revient à cette histoire, on dit c'est une tentative chaque fois. Ça l'était une fois. Oui. Le monument qu'on voit Oui. conserver, c'est plus qu'une tentative. Et donc, on doit remettre cette histoire-là en rappel que c'est plus qu'une tentative. Mais là, tout de même, il doit être encore une autre tentative. Il paraît qu'était On restaure pour en faire en fait autre chose par cet acte de tentative nouvelle, mais pour rappeler que les tentatives existaient autrefois aussi. Enfin, c'est tout. Moi, mais ce que je ferais, c'est que me dire, je prendrais votre adresse pour continuer. C'est pour ça qu'on appelle comme ça, quand les bâtiments étaient construits pour être dans ruine. Et quand on achète un bâtiment, on édifice qui était français, vraiment français, vraiment vétu, on peut le laisser devenir ruine. Et je crois que c'est vraiment important que la fin des bâtiments conçus comme des ruines, comme on peut dire, parce que même à la fin du XIXe, il y avait encore les bâtiments qui étaient conçus comme ruines. Les architectes
D'ailleurs, on aujourd'hui dessinait aussi, les dessins pour comment le bâtiment se ferait, comment se deviendrait ruine. Je crois que la possibilité de concevoir ruine, d'accepter ruine, d'accepter les cicatrices, d'accepter la mortalité du bâtiment, vient d'une peur, d'une crainte qui est dans les gens qui n'ont plus d'espoir peut-être d'immortalité. C'est une peur comme ça qu'on doit fossiliser, on doit faire immortel les choses matérielles qui n'ont pas devraient être immortelles parce qu'on n'a rien d'autre d'immortel. C'est pour garder le fil du temps, on n'a pas d'autre moyen qu'un moyen matériel maintenant. Et je crois que c'est de cette manière que ce n'est pas vraiment un problème pour les musulmans, mais pour toutes les cultures. Comment on peut faire avec les monuments quand on a peur de perdre le fil du temps et quand il ne reste rien plus que les choses matérielles pour la trouver. Alors, je vous remercie beaucoup de cette réponse qui est loin, parce que carrément, en parlant de la notion de ruine, elle met en question la notion d'immortalité, qu'on fait du temps. Je veux dire que je prendrais uniquement le rapport à la ruine. Le rapport à la ruine, pour nous autres musulmans, est déjà fixé dans le Coran. Dans le Coran, il est dit, les ruines sont ainsi pour et le scénario est à peu près le même. C'est des peuples d'Arabie, les peuples de Oud, de Thamoud, de Had, qui construisent les tours de Babel. D'ailleurs, la méfiance politique pour la tour de Babel aussi, qui est en train d'intervenir. Alors, on voit encore de très grandes ruines dans le monde, et ça sert à rappeler que le toit est attaqué et que l'orgueil menace. Voilà les deux leçons. Que l'orgueil est rasé et que les hautes tours, le bunyan, font écrire un seul édifice, c'est un seul bunyan mahfous, qui est un seul bâtiment solide, c'est la communauté toujours renouvelée, mais qui ne peut pas avoir foi dans les constructions qui sont pas faites pour Dieu. Ceci pose un problème très imminent, c'est que la plupart des villes musulmanes, que ce soit la ville de Fès, que ce soit la vieille ville du Caire, sont aujourd'hui dans tout le territoire. Il y a d'autres villes mortes qui sont préservées comme ça pour Sikri, qui est une ville touristique maintenant, mais où personne ne va. Alors, ça nous pose un dilemme qui, je crois, n'est pas uniquement orientatif partout, c'est le rapport avec notre passé et le rapport avec le monument. Et le monument incorpore, mais je dirais que nous sommes à la fois une simple au-delà et en deçà de l'histoire. Le monumental n'a pas, d'ailleurs, les grands monuments parmi nos populations, on en jouit et c'est temporaire. C'est fait pour la vie des évangéliques. Et on prie aussi bien dans un garage que dans la mosquée bleue, ainsi de suite. Donc il y a une certaine indifférence au monumental, qui est une des caractéristiques qui m'a indigné souvent, la définition musulmane. Mais, et je sais qu'on va aller à Shanghai, et je vais terminer peut-être sur l'histoire indienne. En Inde, quand vous demandez à un homme dans la à quand remonte la statue de Lord Curzon dans la Victoria, il vous répond Antica. C'est très ancien. Et quand vous lui montrez un temple qui date de 1000 ans, c'est pas Antica. C'est aujourd'hui, comme c'était il y a 1000 ans, parce que
c'est un objet utilitaire. C'est comme une paire de souliers. C'est-à-dire que la notion éthique surpasse la notion esthétique. Et je crois que là, il y a aussi quelque chose à méditer pour l'architecte et pour tous ceux qui s'en. Je crois qu'il est 11 heures. Et je vous prie de m'excuser si j'étais un peu long. J'avais cru qu'on termine à 11 heures. Je suis navré de ne pouvoir écouter ce qu'on dira de Chandigard, qui a dit Alexandre Paringa, alors, mon regret est d'autant plus grand, mais mon désir de prendre des rêves, je dois retourner à Paris parce que j'ai un TGV pour faire encore une autre conférence. Alors, je dois partir. Et donc, je vais prendre les références.